Merci Lucas. Cécile Baudouin, une première réaction déjà, l'ambiance doit être évidemment différente ce dimanche, au lendemain de dimanche dernier, où la nuit fut longue pour réussir à essayer de conclure une alliance technique avec le maire François Cuillandre. Que s'est-il passé ? Comment est-ce que vous analysez, vous, ce résultat ? Et vous allez peut-être nous parler justement de cette alliance. Oui, tout à fait. Alors déjà, je tiens à dire qu'il n'y a absolument aucun regret de notre côté d'avoir conclu cette fusion technique. C'était le choix responsable à faire dimanche dernier et nous l'avons fait. Et je pense que ça envoie aussi un signal positif pour les années à venir, pour la gauche à Brest et dans le pays. Par ailleurs, en effet, cette victoire, elle est large. Quand même une vision optimiste un peu sur les années à venir. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à se projeter dès maintenant. La victoire de Stéphane Roudotte, elle est large. Il reprend son score du premier tour. Il vide complètement le score du Rassemblement national et donc Yves Pagès, en effet, entrera probablement tout seul au conseil municipal, ce qui n'est pas non plus une mauvaise nouvelle en soi. Et par ailleurs, je pense que c'est aussi une élection là, qui montre un dégagisme assez clair de la majorité sortante et notamment peut-être de François Cuillandre. On avait déjà souligné que pour nous, c'était quand même le mandat de trop et la fusion technique ne changeait absolument rien à ce constat. Donc à partir de là, voilà, moi ce soir, j'ai surtout une pensée pour les camarades qui travaillent dans le secteur associatif, au CCAS, toutes les personnes qui œuvrent pour l'accueil des réfugiés, dans le secteur culturel. Je pense que dans les prochains mois et les prochaines années, ça va être difficile. Parce que quand on veut trouver de quoi faire une police municipale de 150 agents armés, eh bien, il va falloir prendre de l'argent quelque part. Et on sait ce qui a été fait dans le département du Finistère. C'est évidemment le secteur social et le secteur culturel qui sont les premiers à en pâtir. Et il n'y a aucune raison pour laquelle ça sera différent à Brest. D'ailleurs, Maëlle de Calan était là ce soir pour féliciter son poulain et ce n'est pas un bon signe pour la ville. Alors, si on faisait le calcul, l'addition dimanche dernier, on arrivait à 52% pour la gauche. Qu'est-ce qui s'est passé au-delà du côté dégagisme, peut-être, pour François Cuillandre ? Oui, tout à fait. Visiblement, la liste de la gauche unie n'a pas réussi à rassembler finalement tout l'électorat aussi du premier tour. Je pense que la campagne du second tour, alors elle a été très brève, et on ne peut pas défaire en une semaine de campagne des semaines et des mois de diabolisation de la France insoumise. Donc là, il y a aussi vraiment des responsabilités qui doivent être prises, des choses qui doivent être actées. Le paysage politique à Brest, il a changé ce soir, y compris à gauche. C'est-à-dire que nous, on entre au conseil municipal à 4 et il va falloir compter sur nous dans les prochaines années. Est-ce que vous pensez que la fin de campagne menée notamment par Jean-Luc Mélenchon a été néfaste pour vous ? Non, absolument pas. On l'a constaté le soir du premier tour. Clairement, la dynamique ascendante, elle est du côté de la France insoumise au niveau national. La dynamique descendante, elle est du côté du Parti socialiste et de ses alliés du premier tour. Donc, il va falloir, à ce moment-là, en effet, prendre acte et puis changer les pratiques. Alors, avant de retrouver Henri Alloy à Saint-Brieuc, Jean-Charles Arsenault, un mot. Oui, au fond, ce qui vient d'être dit est assez vrai. C'est-à-dire que les grands perdants ce soir, c'est le Parti socialiste. Et que dès le soir du premier tour, finalement, LFI était plutôt en bonne posture. Parce que pour défaire l'allié de gauche embêtant, eh bien, ma foi, la route est libre. Comme vient de conclure Cécile Baudouin, qui a fait un beau premier tour. De fait, aujourd'hui, on a un PS à Brest qui est dans les cordes, qui est vieillissant. Et on peut se poser la question demain de savoir qui gouvernera au conseil municipal. Et en l'occurrence, à gauche, certes dans l'opposition, ça dégage le terrain. C'est une stratégie jusqu'au boutiste, entriste, qui fonctionne malheureusement. Ce n'était absolument pas notre stratégie. La stratégie, c'était de faire gagner la gauche. On l'a dit suffisamment. Ça, c'est pas beaucoup vu. N'essayez pas trop de nous faire dire autre chose. Dans les urnes, ça n'est pas validé. Effectivement, c'est la stratégie de votre leader Maximo. Notre électorat s'est mobilisé. Peut-être que le Parti socialiste, là, voit en fait son électorat exploser entre ceux qui n'étaient pas encore partis du côté du macronisme, comme certains d'ailleurs autour de cette table. Et je pense que là, c'est aussi en effet à eux d'en tirer les leçons. Nous, de notre côté, on n'a rien à se reprocher. Laurent Prunier. Je crois que j'ai à côté de moi le futur chef de l'opposition brestoise. Ça, la future, du coup. Si vous voulez. Merci. Le vote du premier tour avait été puissant pour LFI dans des quartiers qui ne sont pas habituellement les leurs. Et donc, en effet, le Parti socialiste s'est retrouvé complètement déshabillé, perdu. Ils avaient parié, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le fait qu'LFI fasse peut-être pas les 10. Et au final, ils avaient un bloc à leur gauche très très fort. Ils ne pourront plus faire sans. Et comme l'a sous-entendu Jean-Charles Larsonneur, le reste de la gauche est complètement décapité, puisqu'on n'imagine pas François Cuillandre rester dans l'opposition à Brest. Donc il n'y aura plus de socialistes puissants. Les écolos, on a bien vu ce qui pesait, pas grand-chose visiblement. Eh bien, LFI va prendre la main sur la gauche. Ah oui.
c'est clair, mais on l'a senti dès le soir du premier tour. Alors, vous parliez LFI, on va prendre la direction. Et on l'a senti, les Brestois l'ont senti dans la conférence de presse. Je disais tout Vous à revenez l'heure. dessus à cette image-là. Ouais. Ah, cette image terrible où on voit François Cuante tout seul, presque replié sur lui-même, avec Mme Baudouin à ses côtés, et que des militants France Insoumise autour de lui, c'était une image pathétique pour le maire Parce sortant. qu'ils étaient positifs. Ils avaient réussi un super premier tour. Les socialistes ont pris le marteau, l'enclume sur la tronche. Le lendemain, tous ceux qui étaient en photo, ils n'avaient pas dormi de la nuit, ils étaient explosés. Et alors, la campagne LFI était positive quelque part. Pour le coup, alors, en effet, le socialiste, on va dire le service. Mais pas invité comme ça. Non, c'est vrai, je sais, mais ma foi, les choses évoluent. C'est dur, Jean-Jacques, ce soir. Non, c'est pas dur. C'est pas mon sujet de me poser comme représentant du Parti socialiste. Il y a d'autres personnes pour le faire. On va aller à Saint-Brieuc, justement, où on va retrouver Mathilde Kimener, qui est en compagnie d'Henri Alloy, candidat LFI. Oui, tout à fait. Henri Alloy, comment vous analysez le score aujourd'hui ici à Saint-Brieuc? Ici, il n'y a pas eu de fusion entre la tête de liste de l'Union de la gauche et vous, votre liste LFI. On le voit à Brest, il y a eu alliance et pour autant, la mairie aussi a basculé. Comment vous analysez les résultats à Saint-Brieuc? Alors, je voudrais déjà remercier les 1800, près de 1800 électeurs qui, au premier tour, nous ont fait confiance. Ce qui fait de nous à Saint-Brieuc pour LFI le premier parti de gauche. Donc c'est une grande victoire. Deuxièmement, c'est la première fois, c'est un moment historique puisque c'est la première fois qu'un élu LFI rentre au conseil municipal. Deuxième enseignement. Troisième enseignement, on constate que M. Guillard et sa liste ont préféré voir passer la droite plutôt que de conserver Saint-Brieuc à gauche. On le déplore complètement. Nous avions proposé une fusion technique au soir du premier tour qui n'a pas été acceptée, qui garantissait de garder Saint-Brieuc à gauche, qui est une ville de gauche. Ce soir, nous sommes déçus, mais la responsabilité n'est pas de notre côté. Pour vous, c'est à cause de cette non-fusion que la mairie bascule au jeu ce soir? Absolument, on est persuadé que la fusion qu'on proposait, depuis un an déjà, on proposait un rapprochement plus la fusion le soir du premier tour, ça aurait créé une dynamique à gauche qui aurait emporté la mise à coup sûr. Vous êtes dans quel état d'esprit ce soir? On est un petit peu fatigué puisqu'on est au bout de 9 mois de campagne. État d'esprit serein, on a fait le maximum qu'on pouvait faire. Et puis nous, finalement, on n'a rien à se reprocher. La responsabilité, comme je l'ai dit, est du fait de la majorité actuelle, l'ancienne majorité maintenant. Et puis voilà, nous avons un élu à LFI à Saint-Brieuc. Ça sera moi en l'occurrence, et je défendrai les valeurs du programme avec les Briochins et aussi face à l'extrême droite qui rentre au conseil municipal et que je combattrai dans ses valeurs jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Allez, on prend une grande diagonale direction Nantes et on retrouve à Nantes Philippe Créange, rédacteur en chef adjoint du Télégramme. Philippe qui a suivi la campagne de notamment Johanna Roland qui était en position délicate. Alors sur le plateau, on n'a aucune information. Philippe, tu vas pouvoir nous donner ces résultats, Philippe. Comme quoi Brest et Nantes, c'est pas... Oui, écoutez, à Nantes, c'est une victoire qui se dessine pour Johanna Roland, avec 54% des voix selon les premières estimations, devant son concurrent de la droite et du centre, un Foulque Chambardelot. Alors là, je suis devant justement le QG de campagne de Foulque Chambardelot, et je peux vous dire que c'est évidemment la douche froide, parce que tout le monde croyait à cette victoire historique après 37 ans de socialisme, mais je crois qu'on peut parler ce soir d'exception nantaise, quand on voit que Johanna Roland a fait alliance avec les Insoumis en fusionnant sa liste et qu'elle remporte la mairie à nouveau ce soir après 2 mandats. Comment vous l'analysez justement cette victoire? Pourquoi il y a une exception nantaise, Philippe? Et Bordeaux? Il y a déjà une exception nantaise en football, donc pourquoi pas en politique. Ce que je peux vous dire, c'est que en réalité, cette ville est ancrée à gauche depuis des décennies, je l'ai dit, 37 ans, et que il y a un électorat très très à gauche qui en fait, d'un point de vue arithmétique, dès le premier tour, si on additionnait l'ensemble des voix de gauche, c'était plutôt bien parti pour Johanna Roland. Mais c'est vrai que son alliance avec les Insoumis a été mal comprise par beaucoup, donc on attendait de voir comment allait basculer ou pas le centre-gauche ce soir. On a la confirmation.
Nantes reste une ville de gauche. Merci Philippe, merci beaucoup pour cette intervention. Cécile Baudouin, il y a une exception nantaise. Pour ce qui est du football, je ne suis pas certaine, mais visiblement, pour ce qui est de la politique, en tout cas, ça tient. Ça montre en effet qu'il n'y avait rien de problématique ou de contre-nature à ces types de fusions d'alliances de second tour. La dynamique de la France insoumise au niveau national, elle tend plutôt à se confirmer. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose que Nantes reste à gauche. Alors on évoquera dans quelques instants aussi, évidemment, 2027. Avant cela, on va aller à Douarnenez, où Jocelyne Poitvin a été réélue. On l'écoute. Je remercie très sincèrement les électeurs de Douarnenez qui se sont portés sur notre liste. Je remercie mes colistiers pour la jolie campagne qu'ils ont menée. Et puis merci à ceux qui ont travaillé à mes côtés pendant 6 ans pour faire ce que Douarnenez est aujourd'hui, c'est-à-dire avec tout le bienfait qu'on a essayé de mettre en place, les travaux qu'on a réalisés. Et maintenant, écoutez, au boulot. La campagne a été très dure. La campagne a dû être très dure, visiblement, tellement dure qu'ils n'ont pas réussi à terminer la vidéo. Et on va pouvoir justement peut-être se projeter maintenant sur 2027. Les jeux sont ouverts, évidemment, difficile depuis une campagne locale de pouvoir donner les tenants et les aboutissants d'une campagne nationale. Comment vont se projeter justement? C'est trop tôt encore. D'abord, on n'a pas tous les résultats dans toutes les communes, dans toutes les grandes villes de France. On attend quand même encore Bordeaux notamment et d'autres villes, donc c'est trop tôt. Mais il y a 3 blocs principaux dans le pays, on le sent bien. Il y a un bloc extrême gauche, avec effectivement une velléité, une volonté des militants du Parti socialiste de rejoindre ce groupe extrême gauche dans sa radicalité, dans ses excès, dans sa caricature, on le voit à l'Assemblée tous les jours. Et puis après, il y a effectivement un bloc d'extrême droite qui n'est pas fort dans les municipales, en tous les cas en Bretagne, et je pense que c'est tant mieux, c'est le Rassemblement national, mais qui est toujours bien présent, bien évidemment, au niveau national. Et il y a un bloc central, effectivement, que les Français, moi c'est l'analyse que je fais ce soir, mais elle est très rapide, encore une fois, on n'a pas tous les résultats, mais que les Français appellent de leur vœu. On a parlé de tensions, il n'y a pas eu beaucoup de tensions dans cette campagne municipale, bien évidemment. Il y a les réseaux sociaux, non. Dans 98% des communes et des communes de France, il n'y a pas eu de tension, les élections sont bien passées, les Français ont voté pour le maire sortant, ou ils ont voté effectivement pour des candidats modérés, mais dire qu'il y a toujours eu beaucoup de tensions dans les élections municipales. Les réseaux sociaux donnent une nouvelle résonance, mais franchement, à part, vous parlez tout à l'heure d'affiches, etc., mais globalement quand même, les Français, on le voit bien ce soir, aspirent à... Les cartes sont... L'appétence pour le bloc central, elle n'est pas encore là. On va en revenir à l'idée qu'il n'y a plus que l'extrême gauche, l'extrême droite et au milieu le camp du bien. Si on va vers là, on va tout droit à la catastrophe. Attention à l'aspiration dans le trou noir. Hein. Ah oui, parce que c'est vers là qu'on va. Les cartes sont rebattues. Moi, je pense que sur la projection sur 2027, j'ai 2 observations. La première, c'est la disparition du Front républicain. Ce qui avait expliqué le succès de la gauche au 2e tour de la législative de l'année dernière, où l'ensemble des candidats, sauf LR, avaient contribué à la victoire de celui qui n'était pas Rassemblement républicain. Dans cette élection municipale, dans beaucoup de villes, à Nice par exemple, à Carpentras, à Carcassonne, à Tarbes, à Vierzon, enfin j'en ai listé un paquet, la liste qui arrive 3e ne se retire pas systématiquement alors que le Rassemblement national est en capacité de gagner la ville. C'est le cas à Carcassonne, c'est le cas à Tarbes, c'est le cas à Vierzon. Ça, je trouve que c'est un signal pour 2027 qui n'est pas totalement rassurant. Parce que je ne suis pas d'accord avec ce que dit Didier Legac sur le fait qu'il y ait 3 blocs. Je crois au contraire que ces élections remontrent que le clivage droite-gauche revient par écrasement de ce qui était la tentative qu'avait tenté Emmanuel Macron, pour lequel il y a, me semble-t-il, un échec faramineux. Je voudrais rappeler à mon voisin que le président de la République, nouvellement élu, en mai 2017, disait au soir de sa première élection « Je ferai tout pour donner des motifs pour ne plus voter pour les extrêmes. » Non mais tous les présidents l'ont dit, sauf que je ne dis pas qu'Emmanuel Macron est responsable de la montée du Rassemblement national, je dis qu'il est aussi responsable de la montée du Rassemblement national. Et donc je trouve que pour la droite, quand on voit
le signal qui est donné de Bruno Retailleau, qui n'a comme seul mot d'ordre aucune voix pour LFI. Ce qui veut donc dire qu'il laisse ses électeurs aller voter pour l'extrême droite ou pour l'UDR, ce qu'il a fait à Nice. Il règle le compte, c'est chez lui. Mais il me semble qu'il y a une fusion d'un électorat, ce que disait Hubert Coudurier tout à l'heure, n'est pas erroné, même si sur une grande partie de son diagnostic, j'ai des accords de fond, parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'éléments qui attestent notamment la défaite de la gauche. Mais il me semble qu'il y a une porosité de l'électorat d'extrême droite avec l'électorat de la droite, que la fusion, elle est faite, que la difficulté pour la droite, et ils sont nombreux autour de cette table, c'est de désigner un candidat qui soit en capacité. Et je pense que la multiplicité des candidats font qu'aucun d'entre eux ne voudra se retirer. Et que donc on risque d'avoir un combat de nains devant un Rassemblement national que les sondages mettent au-dessus de 35%, et que c'est une défaite qui est annoncée pour les Républicains dans cette histoire. Jean-Charles Arsenault. Oui, je souscris à ce que vient de dire Jean-Jacques Urvoas, malheureusement d'ailleurs, puisque j'ai quand même été moi-même un représentant du Bloc central convaincu. Bien. Je rajoute pas sur 27, en revanche, il y a quand même quelque chose sur 28. Au regard des résultats locaux, pour les départementales, pour les régionales, il y a un enjeu. Et en l'occurrence, le gagnant ce soir, c'est quand même la droite. Et c'est Maëlle de Calan qui emporte le jackpot, effectivement, dans le Finistère. Donc là, il y a quelque chose qui aura de l'importance, qui aura de l'influence, certainement durable. C'est bien trop tôt en 27 pour savoir ce qui va ressortir. On constate, c'est vrai, que les fusions de droite, extrême droite, ont mieux fonctionné auprès de l'électorat généralement que les fusions de gauche un peu baroques. Voilà. Alors, on évoquera dans quelques instants aussi peut-être les sénatoriales qui approchent, parce que finalement, il y a le... Sur les... Sur ce que Agnès Lebrun. Oui, sur ce que vient de dire Jean-Charles, en effet, c'est une victoire pour la droite bretonne. Ça veut dire que la première projection, c'est sur les régionales de 2028, où il faudra compter sur nous, évidemment. Maëlle a très bien fait le job, c'est le moins qu'on puisse dire. Maëlle de Calan, président du Conseil départemental du Finistère. Président du Conseil départemental du Finistère, directeur de campagne d'Agnès Lebrun en 2012, d'ailleurs, aussi. Mais Isabelle Le Callennec, notre chef de groupe à la région, puisqu'elle est députée européenne et que nous sommes la minorité majoritaire, puisque nous avons un groupe de 14 élus, qui est le plus grand groupe. Et d'ailleurs, moi, je suis un peu surprise, puisqu'on parle des régionales, que Loïc Chéné-Girard, président de la région Bretagne, n'a absolument pas pris de position, sauf à ce que je me trompe. Il a refusé l'alliance LFI quand même. Peut-être, mais venu à Brest faire campagne pour François Cuillandre. à Brest, il est venu soutenir François Cuillandre et ensuite ça a été silence radio. Donc moi je veux bien que les sociodémocrates existent encore, mais il va falloir qu'ils nous disent... C'est également à gauche, Loïc Chéné-Girard n'a pas fait alliance ni avec les écologistes, ni pour gouverner la région, ni avec l'extrême gauche. Il a été tout Il a une majorité plutôt hétéroclite. Des gens avec qui on peut, il a quand même une majorité plutôt hétéroclite, et pour ce qui est de s'entendre... Plutôt modéré quand même. Non, mais on ne peut pas avoir que modéré, on n'a pas la même vision de la Bretagne. Donc toujours est-il que, pour les régionales, il faudra compter sur nous, bien sûr, et là aussi, le projet se structure, et il a déjà commencé à se structurer. On peut voter Stéphane Roudotte à Brest, c'est le démocrate de droite centriste qui fait campagne sur le handicap à Brest, et un Loïc Chéné-Girard qui, à Rennes, qui dit que l'agriculture doit être défendue autant bio que conventionnelle. Et c'est ça le bloc central que j'évoque, c'est ça, effectivement, si on veut effectivement ne pas laisser la France demain à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, eh bien, je dis qu'on a encore un an, on a un an pour s'entendre avec toutes ces femmes et ces hommes de bonne volonté qui ont envie il y a du boulot encore. Avant 2028, vous avez 2027. Je pense que ça peut changer deux, trois trucs. Avant tout ça... Le centre, c'était la droite. Avant tout ça, on va... Je vais teaser un peu ce qu'on va recevoir dans quelques instants, le nouveau maire de Brest. Mais avant cela, je vous propose de retrouver à Morlaix Marine Leclèche. Salut Marine. Salut Christophe. Quelques éléments peut-être justement de contexte à nous donner, Marine. Ouais, à l'image de Nantes, où on a vu avec Philippe Créange, le PS garde plusieurs grandes villes françaises, comme Paris, où Emmanuel Grégoire est en tête avec 51% des voix, mais également Marseille, où le maire sortant Benoît Payan est largement réélu face au candidat RN. Lille reste également socialiste. Dans ces trois villes, les candidats socialistes avaient refusé les fusions techniques avec LFI. Le Parti socialiste pourrait même réaliser une énorme surprise à Pau, où le maire sortant François Bayrou
Bayrou est donné perdant. Et le parti à la rose pourrait également prendre Strasbourg avec Catherine Trottmann. Du côté des Verts, c'est à Lyon que les regards se tournent, où le maire écologiste sortant, Grégory Doucet, est donné largement gagnant face à Jean-Michel Aulas. À droite, à Nice, Paris gagné pour Éric Ciotti, qui bat le maire sortant Christian Estrosi. Au Havre, sans surprise, Édouard Philippe est réélu avec près de 47% des voix. Enfin, à Toulouse, le maire également de droite, Jean-Luc Moudenc, qui faisait face à une alliance LFI-PS, est en tête. Donc on peut le voir, Christophe, selon les premiers résultats, les fameuses fusions dites techniques à part à Lyon et à Nantes n'ont pas fonctionné. On constate que plusieurs villes comme Poitiers, Besançon, Limoges, Vierzon ou Clermont-Ferrand, qui étaient à gauche depuis plusieurs années, basculent à droite. Du côté du RN, Paris perdu à Toulon, où Laure Lavalette, arrivé en tête au premier tour, échoue largement. Même chose à Nîmes, où c'est une liste d'union de la gauche sans LFI qui s'impose. Mais malgré tout, le RN revendique des victoires dans plusieurs dizaines de villes, et notamment Carcassonne ou La Flèche. Merci Marine pour toutes ces toutes ces interventions. Et on retrouvera évidemment tout ça dans le Télégramme dès demain matin. Merci beaucoup Marine Leclèche. Stéphane Roudotte. Bonsoir. Félicitations. Merci. Voilà, vous êtes le nouveau maire de Brest. Comment analysez-vous ce résultat aujourd'hui, cette victoire assez nette de votre liste? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est la volonté d'alternance qui s'est exprimée tout durant de la campagne. Et puis une adhésion aussi à notre projet. On voit que le score, plus de 57%, plus de 10 000 voix d'avance, a transcendé les clivages politiques. Et ce soir, ce n'est pas la victoire d'un camp. C'est d'abord la victoire des Brestoises et des Brestois qui souhaitaient l'alternance, une nouvelle méthode, plus de transparence, plus d'éthique aussi dans la vie publique. Et nous avons conscience de tout cela, avec ce message qui est réceptionné 5 sur 5, fort et clair, comme on dit dans la marine, et on se met au boulot dès demain matin. Vous avez senti le vent tourner cette semaine, comment ça s'est passé? On l'a senti grandir, ce vent, au fil des semaines, déjà avant le premier tour, et puis toute la semaine, effectivement, avec cette fusion qui nous a aussi porté, puisque je pense que les Brestoises et les Brestois, le score est là pour en parler. La fusion de la honte, vous avez dit la semaine dernière. Oui, parce que je le pense vraiment. On a aujourd'hui, quand on s'engage dans la vie publique, on doit présenter son équipe de bout en bout. Ou alors, on se met d'accord avant le premier tour, parce que laisser des compagnons de route sur le bord du chemin, au prétexte qu'on trouve un petit arrangement dans les coulisses de la mairie, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, je découvre les résultats nationaux, puisque j'étais accaparé tout à l'heure, ça ne marche pas. Voilà. Et je regarde, et nous voyons toutes et tous que le score du Rassemblement national aussi a fortement baissé. Ce sont des enseignements que nous devons tirer. Dès lors qu'on a un projet crédible, fort, une équipe soudée, les extrêmes ne progressent pas. Quelles vont être les premières mesures que vous allez mettre rapidement en marche une fois que vous allez arriver à la mairie? Il y a plusieurs sujets. On va travailler sur tous les fronts en même temps et sur la notion de sécurité autour de la police municipale, de la vidéoprotection qui est très largement validée ce soir. Et puis le Conseil local du handicap et de l'inclusion, puisqu'on a là aussi un retard considérable au niveau de la ville et de la métropole à combler. Et toutes les notions de proximité, de qualité de vie au quotidien, parce qu'on ne porte aucun projet de nouvelle ligne de tramway, aucune nouvelle salle métropolitaine à plusieurs dizaines de millions d'euros. Un stade de foot quand même, hein. Un stade de foot, mais qui est porté par le privé, avec 10 millions d'euros d'engagement de la métropole et pas de la ville de Brest. Parce que la rénovation du stade Francis Leblay, il faut dire la vérité à un moment, c'était au minimum 60 millions d'euros d'argent public immédiatement pour cette rénovation. Et quand on regarde le montage financier du projet de l'Arkea Park, on arrive à un peu plus de 60 millions d'euros d'argent public. Non, c'est pas vrai. Je ne sais pas comment vous faites vos additions. On a 10 millions d'euros. On est garant d'un emprunt bancaire. Ah oui, mais un emprunt bancaire... On va devoir assumer toutes les infrastructures, investir, évidemment, vous pensez peut-être que au niveau des transports en commun, au niveau de l'infrastructure autour du stade, au niveau de la voirie, il va y avoir du travail à faire. Donc ça, c'est merci de vos conseils, je les retiens dans un petit coin de ma tête. Vous en faites pas, vous allez l'entendre assez souvent. Je pense. Et puis vous allez aussi assez souvent couper la parole. Cette question a été tranchée par les élections aujourd'hui. Cette question du stade a été tranchée. Elle a été tranchée à hauteur de 57% par les élections. Il faut entendre que non, mais les élections, c'est la démocratie. Vous pouvez pas dire quand ça vous intéresse que la démocratie, le vote, c'est important. Et quand il y a un tel vote, qu'il faut pas en tenir compte. 57% des Brestois et des Brestoises ont quitté votre vote et veulent donc un nouveau stade. En tête en allant voter. Si, en partie.
Mais sur la physionomie, si je peux me permettre, parce que Madame Baudouin m'attaque immédiatement, comme elle en a pris l'habitude, c'est 60 millions d'euros d'argent ville sur une rénovation de Francis Leblay, sans l'assise foncière, contre 10 millions d'euros aujourd'hui d'engagement de la métropole, une capitalisation par les opérateurs de la métropole, mais c'est de l'argent qui est récupérable. Et sur le stade lui-même, il est construit sur un bail à construction. Donc on ne peut pas raconter n'importe quoi. Au fil du temps, la métropole va récupérer cet équipement. C'est important. 70 ans quand il sera à refaire. Un mot sur la métropole. Vous allez évidemment prendre la tête de la métropole. Aujourd'hui, et je tiens à féliciter l'ensemble de mes homologues des autres communes de la métropole, on va enfin trouver un cadre de coopération nettement plus établi, plus large. Et je m'adresse aussi aux maires du Pays de Brest. Maires du Pays de Brest qui ont eu, et d'ailleurs ils l'ont écrit, ils l'ont signalé, une nécessité de les écouter. Et d'être une métropole qui est en capacité de travailler avec l'ensemble de l'Iroise, de la Berre, de Landerneau, du pays de... même au-delà de le Grand Pays de Brest. Oui, le Grand Pays de Brest, exactement. Baudouin, vous allez être... quelle place vous allez occuper, justement On voit déjà dans vos échanges, là, c'est assez vif. Quelle place vous pensez occuper, justement Comme à l'Assemblée nationale, j'imagine. Nous serons vraiment une force d'opposition, bien évidemment, à la question de la sécurité, tout de suite, vous étiez opposé à toutes ces mesures-là. En fait, ça ne m'étonne pas, en plus, de commencer par ce thème-là, parce que, voilà, l'électorat c'était le premier thème de campagne aussi, les préoccupations des Français. Oui, enfin, quand le logement, il est 3% derrière, dans les sondages, on ne peut pas dire que la sécurité est la priorité numéro 1 en oblitérant toutes les autres. Je pense que la campagne l'a aussi montré. Malheureusement, au niveau des programmes des autres forces politiques, la police municipale a pris une place prépondérante parce qu'en fait, on était la seule liste au premier tour qui ne défendait pas la création d'une police municipale. Donc, ça a été bien évidemment un thème structurant de la campagne. Néanmoins, on sera évidemment au conseil municipal une force d'opposition au sein d'un groupe de gauche un petit peu plus large et on entend bien, nous opposer à toute forme de politique austéritaire, répressive qui seront menées. Ça promet. Ça promet, pourquoi vous dites ça ? Parce que je pense qu'on veut faire une réplique des méthodes de l'Assemblée nationale dans le conseil municipal. Voilà. Oui, d'ailleurs, vous aviez peur de Jean-Luc Mélenchon à l'Hôtel de Ville. Mais j'en ai toujours peur, d'ailleurs. J'en ai toujours peur. Voilà, je crois que c'est assez unanime ce soir. Moi, je vous invite à un peu plus de retenue. Voilà, je venais ici pour échanger dans le calme et dans le débat. Se faire agresser comme ça, c'est...